et à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Merci beaucoup. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je n'ai pas le pointeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Je suis Dr Assaoulou Seydou Ouedraogo. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Ouaga 2, chercheur invité à l'Université de Princeton aux États-Unis, et je dirige l'Institut Free Afrique. Et je suis en charge de la restitution de l'étude qui m'a été confiée pour la rencontre gouvernement-secteur privé de 2016 et qui n'a donc pas eu lieu, et son actualisation pour nourrir les débats à l'occasion de cette rencontre de 2017. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents d'institutions, éminents représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, il y a une bonne nouvelle que nous ne savons pas suffisamment dans notre pays. Nous sommes un pays extraordinaire parce que nous sommes un pays qui a connu les 3, 4, on peut même dire 5 dernières années, des événements adverses extrêmement difficiles. Mais nous sommes quand même sur pied, en marche, pendant que d'autres qui ont connu des événements comparables se débrouillent, se pataugent encore dans des négociations perlées, dans des discussions interminables. C'est une très bonne chose. Nous sommes une société résiliente qui a su faire face à des chocs adverses extrêmement difficiles et qui a réussi quelque chose qui est salué aujourd'hui dans le monde, c'est ce retour à la normalité constitutionnelle et à la démocratie. Ce progrès politique, si on veut qu'il soit durable, il faut impérativement qu'il rencontre le progrès économique et social. Sinon, on peut repartir en arrière, on peut avoir des lendemains qui déchantent. Il est heureux que ce progrès politique, ce renouveau politique coïncide avec la définition et la mise en œuvre d'un nouveau référentiel de développement économique et social. Le plan national de développement économique et social, donc, qui est articulé, comme vous le savez, en 3 axes majeurs. Il s'agit essentiellement, premièrement, de réformer les institutions et de moderniser notre administration. Il s'agit, deuxièmement, de développer le capital humain essentiellement par la santé et l'éducation. Et enfin, troisièmement, il s'agit de dynamiser l'ensemble des secteurs qui sont porteurs pour l'économie, pour l'activité et pour l'emploi, qui est la quête importante, qui est celle du Burkina Faso. Les rencontres gouvernement-secteur privé sont une très bonne chose dans notre pays. Il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas cela. Et ces rencontres ont une belle coutume qui consiste à commander une étude de fond qui vise à renseigner la rencontre sur des préoccupations spécifiques du secteur privé. C'est ainsi qu'en 2016, j'ai été en charge de conduire une étude sur la relance de l'activité économique. Et le choix qui a été fait pour 2017, puisqu'on n'a pas eu la rencontre en 2016, c'est d'actualiser les résultats de l'étude de 2016 pour incliner sa problématique vers le thème de cette année, qui est donc l'identification des mesures pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du PNDS. Cette actualisation pour rencontrer la thématique de cette année a 2 pertinences. La première, c'est que les résultats et les recommandations, pour la plupart, demeurent pertinentes. Et la deuxième, c'est que les recommandations identifiées visent à faire en sorte, effectivement, que le secteur privé puisse se déployer de façon beaucoup plus confortable et, par conséquent, contribue de façon efficace à la réalisation des résultats que nous attendons du plan national de développement économique et social. Je vais dire 3 choses. La première chose sera très brève, c'est d'expliquer en gros la méthodologie. La deuxième sera de revenir sur les diagnostics importants qui ont été établis, et j'insisterai troisièmement sur le relevé de recommandations. Donc, la méthodologie de l'étude. Il nous a été demandé de faire une étude en insistant sur la dimension participative, c'est-à-dire qu'il s'est agi pour nous de rencontrer une centaine de personnes physiques. J'en vois beaucoup ici, c'est le moment de remercier
toutes ces organisations professionnelles, tous ces chefs d'entreprise, tous ces présidents d'institutions qui nous ont donné de leur temps à Bobo, à Ouaga, à Banfora, à Koudougou, pour documenter les difficultés du secteur public, pardon, du secteur privé burkinabé et identifier les moyens lui permettant d'avoir une contribution la plus importante possible au progrès économique et social dans notre pays. Et puis, on a rencontré une demi-centaine d'institutions, comme je l'ai indiqué ici. Les difficultés, c'est essentiellement deux choses, qui peuvent se ramener en une du reste. C'est la disponibilité d'informations organisées et pertinentes sur les secteurs, tant du côté du secteur public que du côté du secteur privé. Le secteur privé a fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore des chantiers d'organisation, en particulier de l'information sectorielle, des différentes préoccupations sectorielles. Les différentes corporations du secteur privé doivent davantage organiser l'information sur leur activité, la disponibiliser pour permettre à de telles études d'avoir les meilleurs diagnostics possibles, les diagnostics les plus précis possibles. Au niveau des secteurs publics, il y a des efforts qui sont faits dans la disponibilité de l'information. Il faut continuer ces efforts et je reviendrai là-dessus. Deuxième temps de mon propos, c'est précisément donc les contraintes et défis que rencontre le secteur privé burkinabé. Avant d'indiquer ces contraintes, je reviens sur ce que j'ai indiqué, à savoir que nous avons rencontré dans notre pays une série de chocs adverses extrêmement difficiles, tant dans leur récurrence que dans leur ampleur. C'est-à-dire que c'était des événements, beaucoup d'événements, mais chaque événement a eu une ampleur importante. Je vais parler, on peut même remonter jusqu'au premier semestre 2011 avec les émeutes et les casses. Je suis convaincu que beaucoup d'hommes d'affaires s'en souviennent. On peut remonter à la grosse année difficile de 2013 jusqu'en 2014 avec l'agenda de l'article 37 qui a été un agenda contre-productif pour l'économie nationale. On peut remonter à Ebola, les hôteliers s'en souviennent. On peut remonter à l'insurrection populaire elle-même d'octobre 2014 qui a été un formidable message politique mais qui, en marge des actions de l'insurrection, a occasionné des casses importantes dont malheureusement tout n'est pas encore réparé. La difficile transition, le coup d'État, l'agitation du front social qui a démarré depuis la transition et qui continue, la dégradation du climat sécuritaire. Bon, bref, voici une économie qui a rencontré une série négative d'événements et par conséquent, on ne peut pas imaginer qu'on puisse aujourd'hui faire un diagnostic de l'état de notre économie sans rappeler cela. Professeur, s'il vous plaît, allez à vos recommandations. Hein? C'est mieux, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, les histoires d'insurrection populaire, tout le monde connaît ça. Hein? Allez directement à vos recommandations. Merci. C'est mieux. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle avec le Premier ministre, c'est que j'ai un joker contre lui. C'est que si je parle mauvais et que lui, il peut répondre en sa mot, je crois qu'il y a d'autres échelles de valeur qui rentrent en ligne de compte. Mais je comprends tout à fait votre préoccupation, Excellence. Ce que je veux dire par là, ce graphique, c'est de dire que si nous regardons notre performance nationale au plan économique, mesurée par le taux de croissance économique, on voit que de 2010 jusqu'à 2015, chaque année, la croissance est affaiblie. On a donc un ralentissement, une décélération de notre croissance de 2010 à 2015. Il semble qu'il y a une bonne nouvelle, mais elle n'est pas encore stabilisée, c'est la reprise de 2016. En tout état de cause, il y a une information importante également dans ce graphique, qui est que quand on regarde bien, on se rend bien compte que nous sommes, depuis 2013, en dessous de la moyenne de l'UEMOA. Nous avons été leader de l'UEMOA. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de la moyenne UEMOA. C'est un élément de diagnostic de notre économie. Un paramètre important, c'est le climat sécuritaire, qui a un impact majeur sur l'économie. On peut l'illustrer à travers son impact sur le secteur emblématique du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, qui voit sa demande baisser, parce que quand on classe de larges bandes du pays en zone rouge, pour le secteur touristique, c'est une très mauvaise nouvelle pour la demande, et dans le même temps, qui voit ses coûts augmenter parce qu'il y a des surcoûts qui sont liés à la nécessité de payer de la sécurité supplémentaire. Et la dégradation prolongée du climat social. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a eu une sorte de printemps des revendications qui a été inauguré depuis l'insurrection, qui continue, qui est partie d'abord du secteur privé, qui revient dans le secteur public en très fort. En 2016, 40% des ministères ont été affectés par des mouvements de grève.
2017, ça repart de plus belle. C'est des événements qui démobilisent nos administrations publiques et qui ont un impact très important sur le secteur privé. Les arriérés de dette intérieure. Là, nous avons un formidable paradoxe qui est que c'est la préoccupation que tous les acteurs économiques disent en 2016 comme aujourd'hui quand on a voulu actualiser l'étude. Et le gouvernement est très rassurant là-dessus. Donc, il y a ce paradoxe qu'il faut souligner et trouver une intersection concrète dans laquelle on pose cette question essentielle, qui est celle des arriérés de paiement de la dette intérieure. Il y a un affaiblissement, il y a eu un affaiblissement depuis quelques années dans notre pays du dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Cela est très important. Les organisations professionnelles que nous avons rencontrées indiquent qu'il y a une rupture, ou il y a un affaiblissement dans la tenue des instances sectorielles, des rencontres sectorielles qui avaient cours dans le pays. Et à ce niveau, il faut repartir avec une ambition plus importante. Il y a la question de la dégradation de l'infrastructure. En gros, l'ensemble des infrastructures dans notre pays qui est insuffisante, mais aussi qui est dans un état très dégradé. Je passe rapidement sur la crise énergétique parce que vous savez que chaque 6 ans, la demande d'électricité est multipliée par 2 dans notre pays et que la faiblesse de l'offre fait qu'on a un gap, un écart très important entre cette demande et cette offre. Je veux ici simplement illustrer les questions d'accès, de l'insuffisance de notre infrastructure. Vous voyez ici l'accès à l'électricité au Burkina Faso, c'est 18%, suivant les données de la Banque mondiale en 2016, de la population qui avait accès, contre une moyenne de près du double au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et il y a beaucoup d'autres indicateurs comme tels où nous ne sommes pas les meilleurs, même si je note au passage que sur l'accès à l'eau, nous sommes vraiment parmi les champions d'Afrique et c'est quelque chose à saluer. Mais là, on voit que la qualité des infrastructures s'est dégradée, les données ne sont pas actualisées, mais on voit très bien que de 2009 à 2010, on a des scores de qualité d'infrastructures qui sont plus élevés que la qualité des infrastructures qu'on a en 2013, en 2014. C'est l'effet de 2 choses, les chocs sur ces infrastructures, les pillages, les casses, les vandalismes, mais aussi l'effort d'entretien qui s'est affaibli. Cela est très important, il faut noter cela, parce qu'il y a bien souvent des cas où la population d'opérateurs économiques est largement au-delà des capacités des marchés, par exemple, ou des infrastructures. C'est des questions importantes. Je vais passer rapidement sur ces points et insister sur les principales recommandations. D'abord, en ce qui concerne la mise en œuvre du PNDS. Il faut accélérer le rythme. Il faut faire en sorte que le secrétariat permanent de suivi et évaluation soit opérationnalisé au plus tôt. C'est une très bonne chose qu'on ait commencé, il faut aller plus vite. Il faut finaliser les études qu'il y a à faire, il faut engager les projets pour lesquels les études ont été faites. Deuxièmement, il faut assurer une implication plus importante du secteur privé national dans la réalisation des programmes de partenariat public-privé. En faisant en sorte, par exemple, qu'on puisse dédier une partie de la réalisation de certains projets au secteur privé local, qu'on puisse encourager la sous-traitance, qu'on puisse encourager la co-traitance, y compris pour les entreprises locales et les petites entreprises locales, pour faire en sorte qu'il y ait un transfert de technologies et de compétences à l'occasion donc de la réalisation de ces projets-là. Il y a une urgence à apaiser le climat social. Et de ce point de vue, le Haut Conseil du dialogue social qui a été initié par le gouvernement est une très bonne chose. Il faut l'opérationnaliser au plus tôt, pour qu'ils puissent, on l'espère, de façon efficace, arrêter ce délitement des administrations publiques et remettre l'administration publique et l'ensemble du pays au travail sur les priorités nationales du pays. Et en ce qui concerne le Front social, les recommandations ne s'adressent pas simplement aux autorités publiques, elles s'adressent également aux organisations du secteur privé qui doivent avoir une attitude beaucoup plus active, proactive, dans le dialogue social, qui doivent avoir des indicateurs précoces d'alerte des conflits sociaux en leur sein, qui doivent initier également peut-être un meilleur partage des richesses produites au sein des entreprises. Et en tout état de cause, il faut également qu'il y ait un renouveau syndical dans notre pays autour de l'impératif de défendre les outils de production et d'avoir la priorité vers l'accroissement de la production, parce que c'est comme cela qu'on a davantage de travailleurs et c'est comme cela qu'on a davantage de richesses. Il y a un travail important à faire pour renforcer le dialogue entre l'État et le secteur privé. Cela est très important dans la qualité de ce dialogue et dans l'envergure de ce dialogue. Au niveau sectoriel comme au niveau national, dans le cadre de concertation du PNDS, il y a énormément de choses à faire. Et en ce qui concerne la régulation de l'économie, il y a beaucoup de choses à faire pour lutter contre la fraude, qui est un frein majeur pour le développement de la production locale, en particulier de l'industrie.
Il est important de lutter contre les pratiques de concurrence déloyale. Il est important que l'interdiction faite de la pratique d'activités illicites soit effective. Que les activités illicites qui sont pratiquées, la vente de médicaments, de pétrole dans la rue, dans le secteur de la santé, des industries pirates, à tous ces niveaux, il est important que l'autorité de l'État passe. Bien entendu, la dette de l'État, les arrêts de dette intérieure, j'en ai parlé, mais j'insiste là-dessus. Et la commande publique. Il faut organiser un accès privilégié des petites et moyennes entreprises à la commande publique, des secteurs culturels à la commande publique et des régions à la commande publique. Il faut une décentralisation, une déconcentration de la commande publique pour qu'elle fasse bénéficier ses effets à l'ensemble de la population, à l'ensemble du territoire national. Et bien entendu, sur les infrastructures, il y a un travail de mise aux normes des infrastructures à faire, il y a un travail de massification des infrastructures à faire, en faisant en sorte que le choix des infrastructures soit guidé par le critère de l'efficacité économique qu'on attend de ces infrastructures. Autant la localisation que le choix des infrastructures doit privilégier cela. Et l'infrastructure numérique est une chose extrêmement importante pour un pays enclavé comme le nôtre. C'est un moyen supplémentaire de désenclavement, c'est un moyen qui nous permettrait de rattraper un peu un manque de compétitivité par rapport à d'autres pays. Il y a des actions spécifiques nécessaires dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs, parce que c'est un secteur qui est très très affecté. En particulier, il faut baisser la tarification des visas burkinabés, parce que tel que c'est fait aujourd'hui, ça ampute la clientèle à des hôtels et cela n'est pas forcément performant. Et bien entendu, vous lisez, il faut arrêter la concurrence déloyale des pieds-à-terre que tous les ministères ont, mais pas forcément pour les fonctionnaires, mais qui sont utilisés par des gens qui pourraient être les clients des hôtels. Et il faut une stratégie spécifique dans le cadre du PNDS de relance de l'industrie, en particulier dans son bassin de l'Ouest. On est ici, en principe, au cœur de la région économique, première région économique du Burkina Faso, mais on sait très bien qu'elle est très à mal et il est absolument important que l'infrastructure qui soutient les industries, notamment les zones industrielles qui sont aujourd'hui délabrées, qui sont aujourd'hui dépassées, soit de façon rapide, remise aux normes, de façon ambitieuse. Et la question des entreprises sinistrées est une question que nous traînons depuis des années. Il faut absolument la traiter et permettre de les remettre au travail pour qu'elles produisent les effets bénéfiques, en particulier en ce qui concerne l'emploi et l'emploi des jeunes. Sur la politique de financement de l'économie, il y a un travail réellement à faire d'actualisation de la stratégie financière du Burkina Faso. Nous sommes un pays qui a plus d'une vingtaine de fonds nationaux, qui sont de très bonnes initiatives, mais qui sont inarticulés, qui ne sont pas rationalisés, et qui des fois n'ont aucune efficacité, et qui ne sont pas articulés au secteur privé, et des fois font la concurrence au secteur privé financier. Il est absolument important qu'on arrive à une organisation à ce niveau, et il y a une inquiétude. Il faut que la Caisse des dépôts et consignations dans sa mise en œuvre ne puisse pas gêner l'activité du système privé bancaire et financier, parce que cela peut être le cas, même si on sait qu'on peut avoir effectivement au sein du gouvernement des mesures pour permettre de ne pas avoir ces dégâts-là, et d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse de cette belle initiative. Au plan de l'énergie, il me semble qu'il est absolument important de centrer notre attention sur l'objectif de la quantité. C'est une très bonne chose si on peut réduire les prix. Mais le plus important, ce qui nous coûte le plus cher, ce n'est pas le prix de l'énergie, c'est le manque d'énergie. Donc il faut arriver immédiatement à résorber ce manque-là pour qu'on en tire le meilleur bénéfice. On peut rapidement penser que ça va nous coûter autour de 150 à 200 milliards cette année, le fait qu'on n'ait pas une énergie continue dans notre pays. Et la réglementation minière, il faut l'opérationnaliser en particulier dans le fonds de développement local pour faire en sorte que le bénéfice des mines puisse irriguer les populations locales pour créer davantage de progrès social et davantage de réconciliation, parce que la réconciliation, c'est aussi de l'économie dans notre pays. Il faut encourager l'investissement, en particulier l'investissement privé. Il faut faire en sorte que la commande publique aille davantage vers les artisans, que la commande publique aille davantage vers les PME, que les coopératives d'artisans qui ont été à même de fabriquer des outillages que l'État lui a demandé, qu'on leur adresse encore des commandes plus importantes. Il faut faire en sorte que l'ensemble du tissu privé puisse bénéficier de bons de commande de l'État pour en produire le bénéfice pour l'ensemble de la nation. Il y a des recommandations qui concernent la mobilisation des ressources. Je vais rapidement dire deux choses là-dessus. La première chose, c'est qu'il faut absolument accroître les capacités d'absorption de nos administrations publiques, et ça passe d'abord par arrêter
le Fonds social en ébullition actuellement et remettre les administrations publiques au travail pour qu'on ait le bénéfice de la mobilisation de l'ensemble des financements promis sur le PNDS. Et deuxièmement, il faut qu'on reparte sur de grandes ambitions en ce qui concerne les mobilisations internes de ressources. Je vais finir par deux choses. La première est de dire ceci. Il y a des conditions de sécurité et de stabilité sociopolitique indispensables à la réalisation des résultats que nous attendons au PNDS. Il faut donc considérer que ce chantier du climat social, de la réconciliation nationale, de la justice, sont des chantiers importants, y compris pour l'économie. La deuxième chose que je veux dire, pour finir, c'est que nous avons un devoir historique. C'est celui de donner une suite heureuse aux belles attentes, à la colère de cette jeunesse qui a fait l'insurrection populaire. Nous avons un devoir historique, c'est celui de faire en sorte que l'impatience des populations rencontre de l'action concrète qui puisse faire en sorte que le Burkina Faso, qui a eu un succès politique important, ait également un progrès socio-économique majeur. Je vous remercie.